Aujourd'hui, nous allons voir les nationalismes étatiques. Aujourd'hui, nous allons voir les nationalismes étatiques parce que j'ai fait l'introduction. Il nous faut rentrer maintenant dans la création d'un État panafricain. Il nous faut rentrer maintenant dans la création d'un État panafricain. Nous avions parlé de la création de l'armée, nous avions parlé de la création de l'emploi. Parce que quand vous créez un État, il faut donner aux gens de l'emploi. Nous avons parlé que le nationalisme étatique, nous avions parlé de la création d'une armée. Nous avions donné les maisons militaires pour accompagner cette armée. Nous avions vu le nouveau, je disais bien, système économique. Nous avions vu les systèmes éducatifs dont le mécanisme a été déjà mis en place. Mais on reviendra sur ça parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas décortiqué les systèmes éducatifs. Et le jour où l'on sortira ces systèmes-là, il faudrait que toute personne qui sera dans la salle ces jours-là prenne une responsabilité à faire quelque chose parce que c'est là qu'on va commencer maintenant. Nous avions vu autant de choses, maintenant il faut rentrer dans la phase concrète de la mise en place de tant de choses. Et là, je parle maintenant du nationalisme étatique. Nous allons voir les nationalismes étatiques qui consistent à créer un État panafricain. Comment est-ce que nous pourrons créer un État panafricain? La création d'un État panafricain prend d'abord en considération tout notre peuple. Tout notre peuple éparpillé, dispersé partout sur la terre. La création d'un État panafricain sera formée de 7 ensembles. Cet ensemble est territorial. Je disais que la création d'un État panafricain sera formée de 7 ensembles territoriaux. À un moment donné, il faut être pragmatique. À un moment donné, il faut avoir la mesure de vos moyens. À un moment donné, il faut avoir une stratégie, comme on disait l'autre fois, la sagesse guerrière, pour arriver à concrétiser quelque chose. Ou sinon, on fera la même chose que ceux qui ont parlé parce que par sentiment, ou parce qu'il fallait combattre l'Occident. La création d'un État, on ne rentre pas en considération, l'Occident nous a fait. Non, on doit réfléchir. Et notre réflexion se base sur cet ensemble. Le premier ensemble, c'est ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, a fortiori la Mauritanie, sera le premier ensemble faisant partie d'un État panafricain. C'est-à-dire les frontières. La Libye, ouais, la Libye, y compris la Libye, c'est-à-dire l'ensemble des frontières qui séparent l'Algérie à la Mauritanie. L'Algérie, les frontières internes séparant l'Algérie à la Libye, au Maroc, Tunisie, Mauritanie doivent tomber. Et tout ça doit former un ensemble. Je ne parle pas d'un pays, je parle d'un ensemble. C'est un ensemble territorial qu'on doit mettre en place. Et c'est nous qui allons le mettre en place. C'est nous qui allons le mettre en place parce que tout au long de ces chapitres, nous allons voir les moyens dont nous disposons pour créer cet État. Nous avons le moyen pour créer cet État. Et c'est comme ça qu'on va commencer. C'est-à-dire il faut faire tomber toutes ces frontières-là pour mettre le premier ensemble territorial en place. Deuxième ensemble territorial, c'est ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Vous connaissez le pays de l'Afrique de l'Ouest. Prenez 14 pays. Mettez d'abord de côté le Nigeria. Je reviendrai dessus.
Prenez les 14 pays, dans cet ensemble-là, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les frontières territoriales de tous ces pays doivent tomber. Les frontières territoriales de tous ces pays doivent tomber. Pour mettre en place le deuxième ensemble territorial qui formera l'État panafricain. Troisième ensemble, c'est ce qu'on appelle l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est prend les Kenya. Tout ce que vous voyez là, les Kenya, Éthiopie, hein, tout ce pays-là. Mettez tout ça dans le même périmètre. Somalie et tout ce pays-là. Donc tous les pays de l'Afrique de l'Est forment le troisième ensemble territorial. Le quatrième ensemble territorial, c'est ce qu'on appelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, y compris l'Afrique du Sud elle-même, y compris le Malawi, y compris le Zimbabwe, y compris la Zambie, et tous ces pays font partie du quatrième ensemble. Le quatrième ensemble territorial. Cinquième ensemble territorial, c'est ce qu'on appelle l'Afrique centrale. L'Afrique centrale avec tous ces pays, le Zaïre, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazza, le Cameroun, le Gabon, tous ces pays-là, toutes les frontières de ces pays doivent tomber, doivent être inconsidérées. La jeunesse africaine aura comme défi de pouvoir en arriver à ça. La jeunesse africaine aura comme défi de pouvoir en arriver à ça. De mettre en place tous ces ensembles. Ces 5 ensembles. Donc on a commencé par l'Afrique du Nord jusqu'à descendre à l'Afrique centrale. 6e ensemble. Vous prenez l'ensemble de Comores, les îles Seychelles, les îles Maurice, Madagascar. Tout ça là constitue le 6e ensemble. Il faut réunir ça, donc le mettre en commun, un ensemble territorial. 6e ensemble territorial. Les îles Seychelles, l'île Maurice, tout ça, tout ce que vous connaissez. 7e ensemble. C'est les Antilles et Caraïbes. Le premier défi de notre génération, le premier défi, je cite, j'énumère international, de notre génération, serait de ravir à la France le fromage. Serait de retirer à la France tous ces territoires-là. La France impériale a éteint ses frontières jusque là-bas. Ces frontières sont allées jusque là-bas parce que la France a voulu démontrer 2 choses. D'abord, la victoire sur les Indiens et de 2, la domination sur les Noirs. La victoire sur les Indiens, c'est l'extermination des Indiens qui y vivaient. Et la domination sur les Noirs, c'est d'avoir pris les Noirs chez eux et les amener là-bas. C'est le 7e ensemble, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Haïti. Je suis en train de parler des ensembles et non des pays. Pour que l'on ne me dise pas, l'Haïti, un tel doit devenir un même pays. Je parle d'ensemble. Ce sont des ensembles territoriaux. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des ensembles, on n'a pas besoin forcément que ça puisse avoir des liens avec, vous comprenez? Parce que la Martinique, faisant partie de la France, et la Réunion sont comme ça. On n'a pas besoin qu'il y ait, voilà. Nous, on met des ensembles en place, mais la vocation pour nous, c'est de créer un État panafricain. Deuxième étape. Donc, après avoir mis ces ensembles en place, c'est la mise en place du panafricanisme familial. La mise en place du panafricanisme familial doit transcender tout ce qu'il y a comme embûche et blocage qui empêche l'Afrique de devenir
d'aspirer à sa véritable identité et à son unité véritable et effective. C'est la mise en place du panafricanisme familial. Et le panafricanisme familial, si vous le voulez, commence par la création de, si vous voulez, le foyer. Hein? Le foyer panafricain. Les foyers panafricains exigent à la génération actuelle africaine de refuser le flambeau de leurs aînés. Le flambeau de nos aînés était autrefois que les Balouba devaient se marier entre les Balouba. Les Soninké devaient se marier entre les Soninké. Les Bambara devaient se marier entre les Bambara. Les Bakongo devaient se marier entre les Bakongo. Et ça devient en deuxième dimension, les Congolais de la RDC doivent se marier entre les Congolais de la RDC. Les Maliens doivent se marier entre les Maliens. Les Béninois doivent se marier entre les Béninois. Les Antillais Martiniquais doivent se marier entre les Martiniquais. Tout ça, ce sont des héritages coloniaux. Tout ça, ce sont des héritages coloniaux. Et ces héritages-là, il faut les combattre. Vous avez l'habitude de voir que c'est normal. Vous avez l'habitude de voir que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça fait partie du grand plan de la division de l'Afrique. Et de notre division. Aujourd'hui, c'est devenu normal et les gardiens de ces choses, c'est même vous. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Demain, vous deviendrez un oncle. Et de votre tour, vous direz, ah, ce mariage-là, on ne peut pas le cautionner. Première étape, donc, vous mettrez, c'est l'étape ethnique. C'est de briser les ensembles ethniques. Je ne suis pas en train de dire que les Soninké ne doivent pas se marier entre les Soninké, mais je suis en train de dire que l'idée qui dit que les Bambara doivent se marier uniquement entre les Bambara doit tomber. Ce sont des chaînes. L'idée qui dit que les Bakongo doivent se marier entre les Bakongo doit tomber. Ce sont des chaînes. L'idée qui dit que les Congolais de la RDC doivent se marier avec que les Congolais de la RDC, c'est des chaînes qu'il faut faire tomber. L'idée qui dit que les Béninois doivent se marier entre eux, c'est des chaînes qu'il faut tomber. Vous ne pouvez pas bâtir un État panafricain sans pour autant construire des socles panafricains. Et le socle panafricain constitue d'abord dans la tradition et dans la vision de notre vision en tant qu'Africains. La cellule souche, d'abord, c'est la famille. Et pour commencer le vrai panafricanisme, nous devons commencer par le panafricanisme familial. Parce que la famille doit être considérée comme l'institution par excellence. L'institution sacrée de notre génération. Nous devons reconstruire les familles africaines. Parce que les familles africaines n'existent plus. Les familles africaines ont été conçues suite à des conséquences des guerres. Suite à des conséquences de domination. Suite à des conséquences des conflits. Les Bakongo qui disent, nous on ne peut pas se marier avec ces gens-là parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils ont fait cela. Ethnique. Il faut détruire ça d'abord. Lorsqu'on détruit ça, on commence à construire ce panafricanisme. Deuxièmement, il y a le panafricanisme confessionnel. Le panafricanisme confessionnel est une idée géniale, portée par notre génération qui va consister à briser le mur confessionnel. Le mur confessionnel qui dit, et je l'ai dit haut et fort à toutes les générations africaines. Le mur confessionnel qui dit que les musulmans doivent se marier entre les musulmans. C'est une chaîne qui empêche l'unité de l'Afrique. Que les chrétiens doivent se marier entre les chrétiens. C'est une chaîne qui empêche l'unité de l'Afrique. À construire le panafricanisme confessionnel qui dit un musulman doit se marier avec une chrétienne doit se marier avec un musulman, ainsi de suite. Le simple fait de respecter ces murs constitue déjà la partition de fait. Parce que lorsque vos familles ne sont pas des familles panafricaines, vous n'avez pas des intérêts communs. Or, la stratégie géniale du panafricanisme familial, c'est de créer des entités familiales qui défendent des intérêts communs. Des familles qui sont prêtes à mourir. C'est-à-dire qu'une Malienne qui est mariée avec un Congolais, qui forment une famille. Et cette famille-là, c'est une famille panafricaine. Une famille qui est capable aujourd'hui de défendre ses intérêts. Les enfants, ils sont nés. Lorsqu'ils vont aller dans le mécanisme de conflit, où il y a le conflit dans la famille,
vous verrez que les gens qui sont venus du Congo, qui sont venus du Mali, vont s'asseoir pour parler des problèmes familiales d'une même famille. Et cette unité va briser toute forme de division qui empeste notre chère et mère patrie l'Afrique. Il faut briser ces poches de résistance. Il faut briser ces poches de division. Notre génération a pour vocation de refuser l'héritage de nos aînés. Parce que cet héritage empêche l'unité effective de notre mère patrie l'Afrique. Notre génération a pour vocation aujourd'hui de donner à la face du monde l'humanisme véritable de l'être africain. Et notre humanisme doit aller au-delà de tout ça. Nous devons transcender ces choses-là. Parce qu'avec le panafricanisme, au troisième point, c'est le panafricanisme économique. Le panafricanisme économique ne doit pas commencer avec la mise en commun des potentialités économiques du Bénin, du Congo, du Mali. On n'y arrivera pas. Le panafricanisme économique doit commencer par la cellule souche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des familles qui soient économiquement panafricaines. Un Congolais qui se met avec un Malien, ils font une affaire et ils créent une entreprise. Une Burkinabé qui se met avec une Capverdienne, ils vont se mettre ensemble et créer une entreprise. Un Congolais, ou disons une Gabonaise, qui s'est mariée avec une Kenyane, forment une famille. Et leur famille a une plantation. Cette plantation, ça se fait que la plantation peut se retrouver. Par exemple, je disais ceci, la Kenyenne s'est mariée avec le Gabonais. Ils forment une famille panafricaine. Et les deux vont se lancer dans l'agroalimentaire. Ils vont chercher une plantation au Congo. Vous voyez, une Kenyane avec un Gabonais qui arrive au Congo où là où ils ont des terres. Il se fait que lorsqu'ils arrivent au Congo, ils s'associent avec quelqu'un qui est là, qui leur confère le moyen de voir la terre ou qui leur confère la terre. Vous êtes trois des origines africaines. Ça constitue ce qu'on appelle le multinational africain. Prenez le sens du nationalisme hérité des conférences de Berlin. Créer de multinationales africaines. Ces multinationales ne doivent pas être l'affaire de ces hommes d'affaires sans scrupules, qui viennent aujourd'hui répéter la même chose que nous décrions avec les systèmes impérialistes et les systèmes impériaux qui aujourd'hui précipitent notre chère et mère patrie l'Afrique au fond du gouffre économique. Mais c'est qu'il faut mettre ensemble ces ensembles qui commencent par des familles. La sacralité de la famille africaine va nous accompagner dans le projet économique. Les panafricains, au quatrième point, les panafricanismes politiques. Il faut qu'il y ait des Africains qui soient capables de défendre un Congolais qui doit se positionner pour militer, s'engager sur le plan politique au Burundi. Il faut qu'il y ait des Sénégalais qui soient capables de défendre un Malien qui vient se lancer et lancer sa carrière politique au Sénégal. Il faut qu'il y ait des Béninois qui soient capables de défendre des Marocains. Bien sûr, je parle de vrais Marocains. Je ne parle pas des expatriés arabes qui sont venus là-bas. Je parle de vrais Marocains. Et j'aimerais ici que tout le monde comprenne. Notre mouvement n'est pas un mouvement de plaisantins. Nous n'allons pas transiger sur la question de l'indépendance territoriale de l'Afrique. Ceux qui se considèrent comme étant des autochtones qui sont venus violer, massacrer et qui se sont accaparés de nos terres, nous vous disons que nous allons récupérer ces terres. Et ça, c'est un défi de notre génération. Nos pères ont combattu pour l'indépendance, même si on les a donné des indépendances biaisées. Ils ont lutté, ils ont sacrifié leur sang. Et ça sera pareil pour nous. Ça sera pareil pour nous. Donc j'ai parlé des vrais Marocains. Je ne parlais pas des expatriés qui sont là-bas. De vrais Marocains. C'est-à-dire que ce panafricanisme politique doit encourager ce genre d'engagement politique. Doit encourager la formation de ces entités. Il faut que dans notre génération, il soit quasiment impossible dans vos oreilles, notre génération aujourd'hui doit faire abstraction de tout. Parce que nous avons l'essence du panafricanisme en nous. Et le panafricanisme, je vous dis, c'est le rappel à l'unité. Ne cherchez pas des définitions du midi à 14 h.
Le panafricanisme, c'est un rappel à l'unité effective et véritable de notre chère mère et patrie l'Afrique. Notre génération doit refuser catégoriquement que l'on vous dise Eduardo dos Santos est un Cap-Verdien qui est venu diriger en Angola. Notre génération doit refuser absolument que l'on vous dise que Mobutu est un Soudanais qui est venu diriger au Zaïre. Notre génération doit refuser catégoriquement que l'on vous dise que Denis Sassou Nguesso est un Congolais de Kinshasa qui est allé diriger à Brazzaville. Notre génération doit refuser que l'on vous dise Omar Bongo était un Congolais de Brazzaville, Mouteke de Brazzaville qui est venu diriger au Gabon. Notre génération doit refuser d'accepter des arguments selon lesquels Ali Bongo est un Nigérien et il est venu diriger au Congo, au Gabon. Notre génération doit refuser catégoriquement que Joseph Kabila était Rwandais qui est venu diriger au Congo. C'est une absurdité totale et une humiliation. Et une absence totale de la conception du monde tel qu'elle doit fonctionner. On n'attaque pas un président sur ça. Notre génération doit être capable d'attaquer des présidents sur le respect des engagements, de la parole, sur son projet et ses réalisations. Nous sommes une génération des Africains qui doivent être capables d'argumenter avec solidité nos prises de position. Nous devons nous débarrasser de tout sentiment fanatique. Et le panafricanisme politique doit être le socle fondamental de cette dimension, de cette prise de conscience. La jeunesse africaine est appelée à avoir une nouvelle conscience politique. Sans cette nouvelle conscience politique, l'Afrique continuera à tourner dans cette spirale infernale dans laquelle on nous a placés. Sans cette conscience politique, si vous parlez de conscience, il faut cette conscience politique pour notre génération. Nous sommes la dernière génération, je vous rappelle. Nous sommes le charnier, même si j'ose dire, de ce qui va basculer notre chère et mère patrie l'Afrique. Nous n'avions pas vu les luttes véritables des indépendances. Notre génération n'a pas mené la dernière lutte de l'Afrique. Avec la victoire de Nelson Mandela, disons du peuple sud-africain. Notre génération n'a pas vu la révolution menée par le président Thomas Sankara. Parce que nous étions des enfants. Nous n'avions pas la maturité qu'il faut. Lorsque je parle de notre génération, Thomas Sankara fait partie de notre génération. Parce qu'il n'a pas accompli. Il n'a pas accompli sa mission. Thomas Sankara, vous le savez, on l'a volé la vie. Et notre génération doit avoir une conscience politique. Et c'est le panafricanisme politique là dont je vous parle qui doit nous pousser à ça. Le panafricanisme politique qui commence dans des souches, dans des organisations, des structures menées, conduites par plusieurs obédiences et plusieurs nationalités. Ça ne servirait à rien de refuser cette évidence de l'unité. Parce que sinon, nous continuerons à tournoyer comme ça. Je me rappellerai encore un jour, j'étais au Bénin, d'où le conseiller du président Nicéphore Soglo me disait que s'il advenait un jour que la communauté internationale nous demandait d'aller participer à quelque chose au Congo, on ira parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays soit autant béni avec des ressources et des potentialités. C'est-à-dire qu'il faut intégrer la dimension du panafricanisme politique. Il faut qu'il y ait des engagements. Lorsque nous savons qu'il y a un frère qui est capable, qui a une vision claire, qui vient du Sénégal et qui vous dit que je veux lancer ma carrière politique au Congo, soutenez la constitution de ces pays, autorise et permette à ces messieurs, parce qu'il est né en Afrique, parce qu'il est fils et fille digne de l'Afrique, qu'il soit capable de présenter sa candidature partout. Ça, c'est notre génération. Chaque génération doit inventer son histoire. Chaque génération doit inventer son destin. Nous ne sommes pas condamnés, nous, à accepter le destin de ceux qui ont combattu dans un contexte politique et économique, lequel nous ne connaissons ni les tenants, ni les aboutissants. Nous sommes une génération aujourd'hui qui doit faire scission à tout et pour tout, si nous voulons réellement avoir la dignité pour laquelle nous sommes en train de combattre. Nous devons faire scission. Et ça, c'est le devoir qui incombe à toutes les générations africaines. De ces différentes étapes du panafricanisme dont on vient d'expliquer. Parce que ce sont de pocher des entités qui empêchent l'unité effective de la mère patrie africaine. Et la sagesse, comme l'on disait, nous allons jouer soit à la manière de Serena Williams,
soit à la manière de Venus Williams. Et cette intelligence doit nous permettre aujourd'hui de comprendre quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour arriver à l'effectivité du panafricanisme. Et non attendre le panafricanisme institutionnel ou étatique venu de l'Union africaine. Ça, il faut le refuser. Parce que ça ne sera pas le fruit de notre ingéniosité. Ça ne sera pas l'unité effective de nos peuples. Donc c'est une dimension qu'il faut intégrer. 5e point. Le panafricanisme est diplomatique. Le panafricanisme diplomatique doit commencer ici. Et directement en Afrique avec nos mouvements, nos différentes structures. Je donne un exemple. Un tel mouvement panafricain doit aller rencontrer le président de tel pays, de la Côte d'Ivoire. Il faut que dans cette délégation, il y ait de ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, de ceux qui sont par exemple du Congo, du Mali et du Sénégal qui doivent l'accompagner et aller voir ses présidents, discuter des affaires de la Côte d'Ivoire. Pas il faut qu'il y ait un Ivoirien simplement qui va, non, on va déléguer des Ivoiriens qui vont aller. Non. Le panafricanisme diplomatique doit atteindre ces niveaux, cette dimension où les négociations qui se passent pour la République démocratique du Congo doivent être accompagnées dans la délégation des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, des Ivoiriens qui vont faire partie de la délégation pour aller voir, même si vous allez voir une autorité. Aucun mouvement congolais ne doit se permettre d'aller voir, par exemple, des institutions internationales, rien que entre Congolais. Attention avec cette gangrène-là. Attention, c'est de l'immaturité politique. Notre génération doit avoir une large vision, une vraie vision de la résolution des conflits. Lorsque les Congolais vont voir un ministre quelconque pour parler de viols qui se passent au Congo, dans votre délégation, intégrez les citoyens du Rwanda, intégrez les citoyens du Mali, plus jamais que de Congolais. Lorsque les Burkinabés vont voir les représentants du FMI et de la Banque mondiale ou de l'ONU sur les coups d'État ou les questions qui se sont passées au Burkina Faso, intégrez dans votre délégation des Ivoiriens, intégrez dans votre délégation des Zambiens, intégrés dans votre délégation des Sud-Africains, plus jamais que de Burkinabés. Il faut effacer l'influence diplomatique, la supériorité ou l'influence diplomatique des nations des anciennes colonies chez nous. Parce que lorsqu'on voit que des Burkinabés, les Français qui sont dans la salle savent que bon, ça, ce sont nos anciens colonisés. Mais lorsque dans votre délégation, il y aura des Sud-Africains, il y aura des Tanzaniens, les Français se sentent mal à l'aise parce que le Français a colonisé autrefois le Burkina Faso, il n'a pas colonisé la Tanzanie. Donc il faut jouer sur ça. Il faut aller sur ça. C'est le panafricanisme diplomatique. Tout le mouvement dans vos délégations. Même si vous êtes une structure purement congolaise, il faudrait que vous intégrez la dimension du panafricanisme diplomatique. Lorsqu'on vous reçoit, parce que vous avez mené une action, on vous reçoit quelque part, intégré dans votre protocole. Les citoyens du Mali, la citoyenne du Burkina Faso, allez-y. Bien qu'il s'agisse des affaires spécifiquement du Congo. Les mots étrangers en Afrique ne doivent pas s'appliquer à un autre Africain. Les mots étrangers en Afrique ne doivent pas s'appliquer à une autre Africaine. C'est le panafricanisme diplomatique. Le panafricanisme, 6e point. Le panafricanisme linguistique. Que tout le mouvement panafricain commence avec nous ensemble. Que tous les aînés, tous les grands frères et toutes les grandes sœurs mettent en place des mécanismes qui permettront aux enfants, j'ai dit bien sans passer par le français, du Bambara au Lingala, sans passer par le français. Du Zoulou en Soninké, sans passer par le français, sans passer par l'anglais. Du Swahili au Kinyarwanda. Mettez ces mécanismes-là en place. Il est totalement incompréhensible qu'un enfant qui naît au Congo parle anglais, sachant que l'Angleterre se trouve à quelques milliers de kilomètres de là. Mais cet enfant ne parle pas Kinyarwanda. Cet enfant ne parle pas Bambara. Nous vous exhortons au panafricanisme linguistique.
C'est cette capacité qu'aura notre génération à pouvoir sortir l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français dans nos échanges linguistiques. La mise en place, je ne sais pas qu'est-ce que le mouvement panafricain font exactement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, vous tous, je vous parle maintenant, vous tous les mouvements panafricains. Je ne sais pas quel est votre travail. Qu'est-ce que vous faites réellement? Aucun mouvement panafricain aujourd'hui n'est capable de nous produire un dictionnaire du Swahili en Bambara, des Soninké en Lingala. Vous vous appelez des panafricains, vous vous appelez des Africains. Vous êtes des spécialistes à traduire de l'anglais en français. Aucun d'entre vous n'est capable. Vous vous appelez des professeurs, vous vous appelez des historiens. Vous êtes tous ça, tous ces gens-là. Tout ça, aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez comprendre que vous êtes en train de participer à la destruction de notre nation. Et vous êtes en train d'empêcher l'Afrique d'aller de l'avant. Il faudrait que tous ensemble, nous prenions la dimension, et même si j'ose dire, la responsabilité qui est nôtre pour que nous nous penchions sur cette question. De travailler de manière à produire ces choses-là. Nous avions travaillé un outil, un calendrier de 24 jours et 24 mois. Ce calendrier a été traduit dans toutes les langues sans passer par le français. Nous sommes passés de Kikongo en Chiluba, de Chiluba en Lingala, de Lingala en Swahili, de Swahili en Bambara, du Bambara en Kinyarwanda, du Kinyarwanda en Soninké, du Soninké au Peul. J'ai dit bien ça sans passer par... Nous avions mis cet outil à la disposition de tous les mouvements panafricains, de tous les professeurs, de tous les érudits africains qui aujourd'hui parlent des questions de la libération de l'Afrique. Aucun d'entre eux ne s'est prononcé. Aucun d'entre eux n'a été capable de nous rejoindre pour continuer le travail. Mais vous êtes capable de venir nous traduire des documents écrits par Gobineau. Qui vous a dit qu'on veut comprendre Gobineau? Qui vous a dit qu'on veut comprendre Marx? Qui vous a dit qu'on veut comprendre le socialisme occidental? Qui vous a dit ça? Allez puiser dans les sources qui sont les nôtres. Le panafricanisme linguistique comme pilier de la création de cet État panafricain. Septième point de la création d'un État panafricain. Donc au deuxième point, c'est le panafricanisme actif, ou si vous voulez, actif ou si vous voulez militant. L'idée qui consiste à dire ou à faire, à participer dans une manifestation, je vous dis l'hypocrisie qu'il y a derrière. Vous êtes un Ivoirien. Vous n'allez participer dans une manifestation congolaise simplement si ce sont les Congolais qui l'ont organisée. Vous êtes un Congolais. Vous allez participer dans une manifestation burkinabèse simplement parce que le Burkinabé l'a organisée. Vous êtes un Malien. Vous allez participer dans une manifestation éthiopienne parce que simplement les Éthiopiens l'ont organisée. C'est de l'hypocrisie. Le panafricanisme actif oblige à tout Africain de prendre le devant lorsque la mère patrie est menacée. Vous avez le droit d'organiser une manifestation, organiser une manifestation demandant le départ de l'armée française du Mali alors que vous êtes du Tchad. Vous avez l'obligation et le devoir d'aller assister dans une manifestation, d'organiser, une manifestation demandant le retrait de l'armée burkinabé qui a fait un putsch, sans l'autorisation des citoyens burkinabés qui sont ici à Paris, sans leur aval, sans leur accord. Et tout burkinabé qui va se lever à ça est un ennemi de la mère patrie Afrique. Et n'a même pas la dignité d'avoir le nom du burkinabé parce que ça c'est le pays des hommes intègres. Et l'intégrité est une valeur qui n'a pas de nationalité berlinoise. Voilà pourquoi nous parlons, mais nous avons aussi enseigné dans l'action. Vous avez pu constater que le MUDC a mené beaucoup d'actions sur des ambassades diverses, africaines même, sans qu'il y ait l'autorisation d'un citoyen ou d'un fils émanation de ces pays. Parce que nous nous considérons réellement un mouvement. Vous n'êtes pas en train de dire que les Africains sont entre eux, c'est faux. Parce que quand les Africains sont entre eux, je vois toujours les Africains, l'autre là qui amène le drapeau de la Côte d'Ivoire, l'autre qui amène son drapeau du Congo, l'autre qui amène le drapeau du Congo-Brazzaville, l'autre qui amène... Mais vous devez comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Lorsque vous amenez ça, vous êtes des représentants, soit de la Belgique, soit de la France, soit du Ghana,
sur la table des discussions africaines. C'est ce qui fait que nous ne sommes toujours pas capables de pouvoir accorder nos violons. Parce que les intérêts de la France vont diverger avec les intérêts de la Belgique. Les intérêts de la Belgique vont différer avec les intérêts du Portugal. Et ainsi de suite. Vous nous mentez. Le panafricanisme ou le nationalisme africain n'est pas l'association des nationalités héritées de la colonisation. N'est pas la mise en commun du nationalisme congolais, du nationalisme burkinabé, du nationalisme érythréen, du nationalisme soudanais ou du nationalisme ivoirien. Le nationalisme africain consiste à considérer l'Afrique comme notre chère et mère patrie. Et lorsque l'Afrique est considérée comme notre chère et mère patrie, nous revenons sur la première liste. La première liste, excusez-moi, il y a 7 ensembles territoriaux qu'il faut mettre en place. Les raisons viendront d'où l'on expliquera pourquoi ces ensembles. Pourquoi d'abord nous acheminer comme ça. Pourquoi mettre ces ensembles-là en place? Ça serait d'abord ça. Donc vous avez le droit d'interpeller un ambassadeur sorti, je ne sais pas de quelle obédience que vous voulez, de quel pays que vous voulez, mais il faut savoir que cet ambassadeur, aussi longtemps qu'il est fils et fille de la mère patrie africaine, vous avez le droit d'agir. Notre génération doit éviter ce type d'action coloniale, des manifestations coloniales. C'est comme ça que je les qualifie. Une manifestation qui est censée, lorsque l'on combat Joseph Kabila, que vous soyez du Congo-Brazzaville, vous ne venez pas combattre Joseph Kabila parce que les Congolais de Kinshasa ont organisé une manifestation contre Joseph Kabila. Vous venez combattre Joseph Kabila parce que Joseph Kabila est en train d'empêcher la mère patrie africaine d'accéder à sa dimension économique véritable, en étant en possession d'une énormité de potentialités économiques. C'est la raison pour laquelle vous combattez Joseph Kabila. Vous ne combattez pas Denis Sassou Nguesso parce que les Congolais de Brazzaville ont organisé une manifestation contre Denis Sassou Nguesso. Vous combattez Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso est en train de pérenniser l'impérialisme franco-américano-britannique sur l'ensemble de notre mère patrie, l'Afrique. Parce que Denis Sassou Nguesso est en train de disposer comme bon ensemble de la vie des milliers de citoyens et citoyennes de la mère patrie africaine. La solidarité humaine de l'Afrique doit transcender vos actions politiques et vos manifestations. S'il est décidé que Joseph Kabila doit être combattu, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, vous avez le droit de saper le pouvoir et l'autorité de Kinshasa parce que c'est un pouvoir qui n'est pas accepté. Que vous soyez du Congo ou de Brazzaville, vous avez le droit de saper l'autorité et le pouvoir d'Abidjan. C'est ça l'identité de notre génération. Notre génération n'a plus rien, n'a plus de compte à rendre. Notre génération n'est pas une génération des opposants et de ceux qui sont au pouvoir. Nous n'allons pas constituer une fraction entre l'opposition parce que c'est la compromission. La génération actuelle est appelée à inventer un nouveau système politique, une nouvelle vision. La prochaine fois, nous verrons le nationalisme institutionnel, d'où nous donnerons les institutions qu'il faut. Aujourd'hui, nous avions commencé avec l'institution par excellence qui est la famille. C'est pourquoi je parlais de panafricanisme familial. Si vous êtes malien et que vous voulez épouser, je ne sais pas moi, une Rwandaise, on vous dit parce que c'est là, c'est musulman, parce que c'est là, venez, nous on va célébrer votre mariage. Du moment où nous on vous accepte, c'est bon. Parce que sur la terre des hommes, lorsque deux personnes s'unissent, on a besoin que d'un seul témoin. On a besoin que, voilà, d'une personne, nous on sera au moins 7 ou 10 pour assister à votre truc. Notre génération, il faut avoir le courage. Lorsque le MUDC parle du courage, jusqu'à preuve du contraire, l'autorité qui est de Kinshasa n'est pas acceptée. Voilà le panafricanisme. Voilà la dimension de lutte de notre génération. Nous n'avions plus à refaire ou à danser sur le même pas, comme l'a fait Mobutu, ou comme l'a fait je ne sais qui encore.
Nous sommes une génération qui doit être capable d'inventer un avenir radieux et meilleur pour notre chère et mère patrie l'Afrique. Et inventer un avenir radieux demande de courageux, en réflexion. Des gens qui sont capables de réfléchir là où les gens ne veulent pas réfléchir. Les gens qui sont capables d'agir là où les gens ne veulent pas agir. Les gens qui sont capables de transcender l'ordre établi. Là commence le courage. C'est pourquoi je parle de la création de ces ensembles, de ces ensembles territoriaux. Notre génération doit le faire. Je vous passe la porte de toutes ces portes qu'on a citées ici par rapport aux 7. Je pense qu'il y a 7 encore qu'on a citées. De toutes ces étapes du panafricanisme qu'il faut mettre en place. Parce que parler du panafricanisme vaguement, c'est encore une nouvelle forme de religion qui est en train d'endormir le peuple africain. Et je les combattrai avec la toute dernière énergie. Et jusqu'à un moment donné, on interdira à toutes ces personnes de parler au nom du panafricanisme. Parce que, comme nous avions parlé de la mise en place, le MIDC avait appelé à la création d'une armée panafricaine. Vous êtes en train de penser que c'est des paroles en l'air. Mais lorsque vous serez sanctionné, vous allez comprendre que c'est l'armée qui vous a sanctionné. Il y a une dimension, il y a un moment donné, il y a une responsabilité qu'il faut incarner. Et notre génération doit être la génération pionnière de ceux qui vont poser réellement les jalons du panafricanisme effectif. Le panafricanisme qui commence à vivre. Parce que sinon, tous ces discours soporifiques ne servent à rien. Vous allez sortir des discours même qu'on ne connaît pas. Thomas Sankara avait dit, Kwame Nkrumah avait dit, Lumumba avait dit. Et toi, qu'as-tu fait? Nous avions aujourd'hui des outils qui nous permettent même de transcender parfois l'ordre territorial avant même d'y s'y rendre sur le terrain. Il faut qu'on forme une équipe des Africains qui seront capables de quitter Kinshasa, aller à Brazzaville, aller à Cotonou, aller en Érythrée, sans visa. Qu'on nous arrête à l'aéroport. Acceptez ça. Il y a une sœur camarade qui m'avait accompagné lorsque nous sommes allés au Nigeria. Nous sommes allés au Bénin. Il nous a fallu traverser au Nigeria. Nous sommes allés traverser par la ville de Badagry. Sans visa. Lorsqu'ils m'ont posé la question, à l'intérieur, lorsqu'ils nous ont arrêtés, ils nous ont dit, mais comment vous pouvez circuler ici au Bénin, puis vous venez de la France, sans visa? Je leur ai dit, n'est-ce pas, que le Nigeria et le Bénin, autrefois, c'était un même territoire, au temps de nos ancêtres. Tous les policiers ont dit, oui, nous sommes d'accord, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais vous voyez maintenant, j'ai dit, non, maintenant c'est l'Occident qui l'a imposé, nous sommes contre l'ordre de l'Occident. On nous a mis en prison, la camarade était enceinte, j'ai crié dessus, elle est sortie, et le commandant, ces jours-là, je lui ai dit, tu dois apprendre la notion de la dignité. La notion de la dignité commence par le respect que tu as de tes aïeux, qui t'ont légué cette terre. Et eux avaient laissé le Nigeria et le Bénin, même territoire. Le lendemain, le commandant, lorsqu'il est rentré, il a dit, lorsqu'il fallait nous remettre à nos passeports, il a dit, on nous a demandé d'avoir la dignité de respecter la femme. Et respecter la femme, c'est respecter la terre d'Afrique. Le commandant, il a pris conscience, parce qu'en face d'eux, il avait des personnes qui sont consciencieuses. Ceux qui lui ont permis de répandre conscience, de répandre sa vraie identité, sa vraie caboche, son vrai cerveau de réflexion. Parce qu'on nous a emprunté des cerveaux. Vous pensez que vous êtes éminemment intelligent et quand vous réfléchissez, mais vous êtes en train de faire quasiment ce que fait le perroquet. Parce qu'un tel avait réfléchi, parce qu'une telle personne avait réfléchi. Comment avez-vous vous-même réfléchi par rapport à notre chère et mère patrie d'Afrique? Cette génération, notre génération doit inventer cet avenir de l'Afrique. Et c'est commencer par refuser ces flambeaux-là. Refuser cet héritage-là. Ils nous ont légué le panafricanisme de manière générale. Travaillons pour rendre ça concret parce que notre objectif, c'est la naissance d'un État africain. Notre objectif, l'un des plus grands même de notre génération, lorsqu'on passera, il faut léguer, quel que soit l'État